Bonjour les amis, heureux de vous retrouver, non pas pour une actu du geek. Au départ je voulais faire une actu du geek et je me suis dit je vais peut-être transformer ça en JVD top, je vous dis tout ou presque. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va avoir un mono-sujet, ou presque justement, vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Le sujet, eh bien, c'est effectivement, il y a plusieurs abonnés qui m'ont interrogé, enfin qui se demandent toujours, est-ce que ça sert le process, à quoi ça sert vraiment? Effectivement, ils ont compris que ça servait à faire baisser la consommation, bien entendu des puces, à intégrer plus de puces sur une même galette de silicium, à également pouvoir avoir des performances supplémentaires. Mais tout ça, ça reste un peu flou. Eh bien, j'ai décidé de prendre un cas concret, vous allez voir, entre Nvidia et AMD, et également sur la Xbox Series X, SPS 5 et Switch, même la Switch. A tout de suite. Alors avant d'entamer ce JVD top, je voulais parler d'un autre sujet, c'est pour ça que j'ai hésité à faire une actu du geek finalement, mais je préfère faire un JVD top quand même parce qu'il y aura un mono-sujet. Mais je vais rapidement aborder le jeu que j'ai terminé ce week-end, et oui, Lost Worlds Beyond the Page. Ce petit jeu, je vous ai dit qu'il était indé, bon il n'est pas vraiment indé quand on regarde le générique de fin, qui est d'ailleurs juste génial aussi, ils ont vraiment des idées brillantes dans ce jeu, même sur le générique final. Mais bon, il y a quand même pas mal de monde qui a travaillé sur ce jeu, mais ce jeu est proprement intelligent. C'est un jeu effectivement qui ne plaira pas à tout le monde, même à peu de monde, c'est-à-dire que vous serez peut-être 1 sur 20 parmi mes abonnés à pouvoir y jouer, parce que c'est un jeu effectivement très narratif, comme je l'ai expliqué, comme vous voyez les images derrière moi à nouveau. C'est un jeu où vous allez suivre l'histoire d'une jeune fille à travers son journal intime, vous allez créer son histoire avec elle, mais aussi vous allez plonger dans un monde fantasmagorique, comme je vous ai expliqué, à travers des séquences plateformes qui sont assez intéressantes. Ce qui est plaisant dans ce jeu, c'est vraiment l'histoire narrative, c'est-à-dire que l'histoire, j'en suis presque jaloux en tant qu'écrivain, eh bien elle est juste géniale, les mots sont bien placés, sont bien pensés, ils sont effectivement plus adaptés à une population adolescente, effectivement pour l'expliquer le deuil, tout le passage du deuil, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent, et le récit est effectivement juste au point de vue tonalité. C'est Rhianna Pratchett qui l'a écrit, ça ne vous dit peut-être rien, mais Terry Pratchett, ça doit vous dire quelque chose. Le Disque Monde, et oui, cette saga assez fantastique, c'est d'ailleurs le deuxième écrivain en termes de popularité et en termes de nombre de livres vendus en Grande-Bretagne, 85 millions d'exemplaires quand même vendus dans le monde. La première étant bien entendu, vous le savez, Rollwind avec son Harry Potter. Donc il est juste derrière Terry Pratchett, bon il est mort, hein, et donc sa fille a repris le flambeau quelque part puisqu'elle écrit effectivement des scénarios pour jeux vidéo, dont celui-ci, et ce scénario est juste, je vous le répète, magnifique et intelligemment écrit. De plus le jeu en lui-même est très intelligent, il y a plein d'idées novatrices, c'est très poétique, c'est très porteur et vous avez envie de continuer et de continuer, ça dure 4 heures donc c'est assez court, donc pour ceux qui aiment ce type de jeu et uniquement ceux-là, je vous conseille ce jeu, c'est vraiment à faire. C'est sur le Game Pass, et bien c'est une force du Game Pass de me faire découvrir de tels jeux, parce que c'est un jeu que j'aurais sans doute pas acheté si j'avais eu que la PlayStation par exemple, je n'aurais pas acheté ce jeu, parce que voilà, j'étais sur d'autres types de jeux, et grâce au Game Pass, eh bien vous avez accès à un type de jeu comme ça, et moi je suis allé jusqu'au bout, parce que certains disent qu'on papillonne et qu'on ne fait pas les jeux jusqu'au bout, eh bien si, je suis allé jusqu'au bout, et je vous répète, c'est la force du Game Pass de proposer des jeux, des petits jeux, des jeux indés, des jeux un peu plus gros, mais comme The Ascent par exemple également, qui est un jeu excellent, hein, qui a été développé à 12, je vous rappelle, eh bien de faire ces jeux et de les faire jusqu'au bout, et de découvrir donc de véritables pépites. Mais rentrons maintenant dans le vif du sujet de ce JVD Top. Est-ce que le process est vraiment utile? Bien entendu que oui, la réduction du process, mais de quel pourcentage? Comment on peut l'estimer? Alors on va commencer en prenant une RTX 3090, et oui le monstre de Nvidia, et la RX 6900 XT, le monstre de AMD en comparatif. On va pas faire des comparatifs de puissance, mais vous allez comprendre au final ce que ça va donner. On a donc d'un côté 28,3 milliards de transistors contre 26,8 milliards de transistors côté AMD RX 6900 XT. On a 628 mm² pour la RTX 3090 contre 520 mm² pour la RX 6900 XT. C'est quand même un sacré écart qui peut s'expliquer, et vous allez voir comment, en partie déjà avec le process 8 nanomètres Samsung pour la RTX 3090, 7 nanomètres TSMC pour la RX 6900 XT de AMD. Et pour vous expliquer déjà la différence entre le 8 nanomètres et le 7 nanomètres, on va faire une règle simple. On va déjà ramener au même nombre de transistors la RTX 3090, c'est-à-dire, on va dire, si elle avait finalement le même nombre de transistors que la RX 6900 XT, quelle taille elle ferait sur du process Samsung 8 nanomètres. Donc au lieu d'avoir 28,3 milliards de transistors, on va la ramener à 26,8 milliards de transistors. Ça fait un rapport de 1.056.
c'est-à-dire que pour aller de 28,3 milliards de transistors à 26,8 milliards de transistors, ça fait 1.056. Si on divise les 628 mm² par 1.056, pour amener au même nombre de transistors côté Samsung, le 8 nanomètres, eh bien on arriverait sur une RTX 3090 avec 26,8 milliards de transistors, on arriverait à 595 mm². Et vous allez me dire, mais pourquoi faire tout ça? Eh bien 595 mm² divisé par les 520 mm² côté AMD en 7 nanomètres TSMC, on arrive à un rapport de 1.14, 14% de différence. Ok, et alors, eh bien vous divisez 8 nanomètres par 7 nanomètres, 8 nanomètres Samsung par 7 nanomètres TSMC, vous arrivez à 1.14, exactement pareil, les 14% de différence. Donc on voit bien, avec une intégration maximale des deux côtés, parce que bien entendu le design côté Nvidia et le design côté AMD, ils ont intégré au maximum les transistors pour être le plus efficace possible. On voit que l'intégration est à peu près équivalente et on a bien 14% d'écart à cause du process 8 nanomètres versus 7 nanomètres. On peut considérer que donc côté TSMC, certes, le 7 nanomètres est un petit peu plus cher, peut-être, c'est même pas sûr que le 8 nanomètres Samsung, mais la puce au final sera bien moins chère côté AMD, 520 mm², que côté Samsung 8 nanomètres, même si on était avec le même nombre de transistors, c'est-à-dire à 595 mm² pour la RTX 3090. On a également, bien entendu, une différence de conso qui doit être à peu près de 5 à 6%, on verra pourquoi tout à l'heure, où on peut avoir une différence de fréquence, c'est-à-dire aller un peu plus haut en fréquence, en ayant une consommation égale en 7 nanomètres plutôt qu'en 8 nanomètres Samsung. Mais tout ceci n'est pas vraiment révélateur, ça ne nous donne pas une vraie différence qu'on peut comprendre facilement. Eh bien, ce qu'on va faire, on va imaginer, et c'est tout à fait possible, et c'est pour ça que les grands constructeurs, AMD, Nvidia, Intel, mais tous les autres aussi, comme Apple par exemple, se battent pour avoir des places dans les meilleurs process. On va imaginer que Nvidia reste chez Samsung, et que Samsung en 2027, arrive à faire du 2 nanomètres, mais pas du 1 nanomètre. C'est très important. Bon, je précise que Nvidia, il y a des grandes chances que leur prochaine RTX 4000 soit faite chez TSMC, justement pour les raisons que je vais énoncer. Et côté AMD, ils resteraient bien entendu chez TSMC et ils auraient une place en 1 nanomètre, ce qui n'est pas du tout gagné en 2027, je le précise. Mais imaginons que TSMC soit en 1 nanomètre en 2027, ce qui sera tout à fait possible par contre, mais la place sera probablement réservée à d'autres comme Intel ou comme Apple, on en reparlera à la fin de cette vidéo. Et bien si AMD est en 1 nanomètre et si Nvidia est en 2 nanomètres Samsung, quelles seraient les différences si on gardait exactement le même design, RTX 3090, RX 6900 XT et qu'on les amenait, on les importait directement sur le process 2 nanomètres ou sur le process 1 nanomètre côté AMD TSMC. Et bien d'un côté, la RTX 3090 en 2 nanomètres passerait à 157 mm². Au lieu d'être à 628 mm², on passerait à 157 mm² en 2 nanomètres. Par les réductions process, pour la plupart annoncées jusqu'au 3 nanomètres et estimées pour le 2 nanomètres et plus tard pour le 1 nanomètre pour AMD TSMC, eh bien on arriverait à 157 mm², ça fait quand même une sacrée réduction pour une RTX, pour une puce GPU RTX 3090, 157 mm, vous imaginez, ce serait plus petit qu'une puce pour la Xbox Series S. Oui, mais côté AMD, si on était en 1 nanomètre, c'est-à-dire qu'AMD avait bénéficié finalement du meilleur process TSMC en 1 nanomètre, alors que Nvidia n'était pas arrivé et était resté en 2 nanomètres au même moment, sortait leur nouvelle puce au même moment en 2 nanomètres, AMD en 1 nanomètre, eh bien AMD serait pour la RX 6900 XT à 74 mm². Vous imaginez 74 mm² au lieu des 520 mm². Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire qu'actuellement, on peut estimer avec 628 mm² en 300 mm chez Samsung 8 nanomètres, on sort pour chaque plaquette de silicium à peu près 44 puces bonnes, c'est une estimation, 44 puces bonnes de RTX 3090 par plaquette. Et bien si on transformait ça en 2 nanomètres, c'est-à-dire qu'on réduisait la puce en 2 nanomètres avec le même design, toujours pareil, on aurait 322 puces bonnes par plaquette. Ça aiderait pour la pénurie entre guillemets. Et de l'autre côté, vous allez me dire, du côté AMD, 1 nanomètre TSMC. Eh bien actuellement, on doit sortir à peu près 61 puces pour les RX 6900 XT, 61 puces par plaquette de silicium. Chez TSMC, eh bien on sortirait 754 puces bonnes par plaquette de silicium en 1 nanomètre. 754, ça veut dire plus de 10 fois, c'est-à-dire même 11 fois ce qu'on sort actuellement. Alors on va estimer le prix des puces. Le prix des puces, je vais le donner pour 2027, c'est-à-dire on imagine qu'on est en 2027, ok, donc en 1 nanomètre, et donc le process 7 et 8 nanomètres, Samsung et TSMC, sont des process matures qui coûteront beaucoup moins cher.
D'après les prix qu'on a actuellement, en prenant la même grille, on serait autour de 3400-3500 $ pour le 7 et 8 nanomètres environ. On serait plutôt autour de 14-15 000 $ pour le 2 nanomètres et on serait autour de 17 000 $, et oui, le process le plus avancé pour 1 nanomètre, la plaquette de silicium, 17 000 $ par plaquette de silicium, et oui, c'est très coûteux les process avancés. Eh bien, si vous faites les divisions, on obtiendrait pour du 8 nanomètres en 2027, 84 $ pour une puce RTX 3090 en 8 nanomètres et 43 $ si elle était en 2 nanomètres. Vous comprenez l'intérêt? Même si le wafer, la plaquette de silicium est beaucoup plus chère, comme il y a beaucoup plus de puces bonnes par plaquette, eh bien elle reviendrait quasiment 2 fois moins cher que le prix en 8 nanomètres. Et pour AMD, vous allez me dire, eh bien AMD, on aurait 60 $ par puce en 7 nanomètres TSMC en 2027, avec un prix de la plaquette réduit, process 7 nanomètres, prix réduit, eh bien on obtiendrait 22 $ par puce en 1 nanomètre, malgré un coût de wafer, de plaquette de silicium, de 17 000 $. 22 $, ça veut dire un prix divisé par 3 quasiment. Donc vous commencez à comprendre pourquoi il faut que chacun soit sur le process le plus avancé. Déjà en termes de coût, c'est juste du simple au double. C'est-à-dire 43 $ pour une RTX 3090 en 2 nanomètres, contre 22 $ pour une RX 6900 XT en 1 nanomètre. Moitié prix. Ce qui fait qu'à la fin, la carte graphique coûterait quasiment moitié prix pour une RX 6900 XT par rapport à une RTX 3090. Vous allez me dire, c'est déjà le cas entre guillemets, ou presque. Enfin, c'était le cas quand on pouvait avoir des cartes à l'époque à prix annoncé, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, ni pour AMD, ni pour Nvidia, bien entendu. Un autre intérêt, eh bien écoutez, imaginez en 2027 qu'on reste donc sur la même architecture, RTX 3090 le même design, RX 6900 XT le même design. On arrive en 2027, donc comme j'expliquais, 2 nanomètres pour la RTX 3090, 1 nanomètre pour la RX 6900 XT. Eh bien en termes de consommation, puisqu'on a le même nombre de transistors, on serait, au lieu d'être à 350 watts de TGP pour la RTX 3090, on serait à 150 watts. C'est-à-dire moins de la moitié en 2 nanomètres pour la RTX 3090. Et pour la RX 6900 XT, au lieu d'être à 300 watts de TGP, on serait à 70 watts. 70 watts, c'est-à-dire moins que la puce de la Xbox Series S. Eh bien, vous allez me dire, et quel est l'intérêt de tout ça? Eh bien, l'intérêt, vous devez le voir ici, parce qu'effectivement, comme on a moins de la moitié de la consommation côté RX 6900 XT en 1 nanomètre par rapport à la RTX 3090 en 2 nanomètres, ça veut dire que si AMD décide d'élever la consommation au niveau de la RTX 3090, en ajoutant des transistors, en ajoutant des cœurs, en ajoutant plein de choses dans son design, eh bien, on arriverait à une puissance de plus de 2 fois augmentée pour la RX 6900 XT par rapport à une RTX 3090 qui serait toujours de la même puissance. C'est-à-dire l'équivalent finalement de 2,2-2,3 fois une RX 6900 XT face à une RTX 3090. Je précise que ça peut être l'inverse. J'ai pris un cas, attention, j'ai pris Nvidia face à AMD, Nvidia 2 nanomètres face à AMD 1 nanomètre, ça pourrait être totalement l'inverse. AMD qui resterait en 2 nanomètres chez TSMC et Nvidia qui arriverait à piquer la place en 1 nanomètre chez TSMC. Tout est possible. N'oublions pas qu'il y a également Intel avec ses cartes graphiques. En effet, je voudrais parler d'Intel parce qu'Intel veut se placer sur le 3 nanomètres très rapidement. Or, ce sera un atout si Nvidia et AMD restent en 5 nanomètres. Un atout important. Il faut savoir qu'entre le 5 nanomètres et le 3 nanomètres, on a effectivement une diminution de 27% en termes de consommation à transistor égal, ou alors une augmentation de la fréquence des performances de 11%, et surtout une intégration qui est multipliée par 1,7 pour la même surface, c'est-à-dire que pour la même surface, vous pouvez avoir 1,7 fois plus de transistors, donc de cœur, de ray tracing core, de ROPS, les Render Operating Pixel, tout ce qui est TMU, vous savez, Texture Mapping Unit, etc. etc. C'est-à-dire que vous pouvez augmenter énormément la puissance de vos GPU pour la même surface sur la plaquette de silicium, bien entendu avec un coût énergétique augmenté, mais quand même vous aurez 27% de diminution de toute façon de consommation à niveau de transistor égal. Donc Intel prendrait vraiment le pas s'ils arrivaient à prendre le 3 nanomètres par rapport à Nvidia ou AMD. Intel d'ailleurs qui a une feuille de route très agressive également, puisque actuellement vous savez qu'il va sortir Arc Alchemist, les GPU en 2022, début 2022, mais Battle Mage, j'aime beaucoup ce nom, arrivera très vite, Celestial aussi, et ensuite Druid. Il y a 4 architectures qui vont se succéder à toute vitesse. Intel veut vraiment revenir dans le jeu du GPU, et après tout, bah écoutez, ça me fait extrêmement plaisir, ça ne fait que de la concurrence en plus, et surtout peut-être de la disponibilité en plus. A savoir d'ailleurs que Intel a débauché Vinette Gaël, qui était vice-présidente sur tout ce qui était machine learning, ce qui était plateforme architecture dans les GPU chez
AMD. Il y a pas mal de départs de AMD pour Intel, parce qu'Intel a décidé de débaucher massivement, en payant plus bien entendu, des gens qui connaissaient le GPU, ce qui est assez intéressant, les architectures, etc., pour amener leur savoir chez Intel. Alors vous allez me dire, mais attention, il y a clause de non-concurrence normalement, c'est écrit dans les contrats et tout. Eh oui, mais il y a une petite annotation. En Californie, il faut savoir qu'en Californie, cette clause est interdite. C'est-à-dire que vous pouvez être débauché le lendemain chez un concurrent, vous ne risquez rien en Californie. Je pense d'ailleurs qu'il y a pas mal de spécialistes design et autres qui ont signé leur contrat là-bas exprès justement pour ne pas avoir cette clause qui figure dans leur contrat. Et vous allez me dire, pour la Switch, pour la Xbox Series X, S et PS5, qu'est-ce que ça donnerait finalement le passage en 1 nanomètre, 7 nanomètres, en Switch c'est 16 nanomètres, et oui c'est encore pire, vers le 1 nanomètre. Alors pour la Switch, c'est très simple, on passerait de 537 puces environ par plaquette de silicium à 9036 puces. Et oui, 9036 puces, on sera à 6,25 mm² au lieu de 100 mm² en 16 nanomètres. 6,25 mm², une puce extrêmement petite. On passerait de 15 watts à 1,6 watts. 1,6 watts, vous imaginez la durée de la batterie, vous auriez plus de problème, vous pourriez jouer 40 heures d'affilée sans aucun problème. Et si on augmentait la puissance, c'est-à-dire qu'au lieu de rester avec le même nombre de transistors, on essayait d'avoir 15 watts comme maintenant, et donc d'augmenter le nombre de transistors en 1 nanomètre, on serait à plus de 1,7 teraflops au lieu de 0,4 teraflops, comme c'est actuellement, c'est-à-dire qu'on multiplierait par 4 la puissance de la Switch, ce qui serait pas négligeable, rien qu'avec un passage en 1 nanomètre. Sans changer d'architecture, je le précise. Bien entendu, l'architecture joue énormément, mais dans tout ce JVD Top, j'ai pris en compte qu'on ne changeait pas d'architecture, juste à la rigueur des augmentations de transistors, des cœurs en plus, des choses comme ça, mais sans changer d'architecture. Alors côté Xbox Series X, eh bien on passerait à 35 teraflops, et oui, en 1 nanomètre, 35 teraflops, si on restait sur la même consommation, bien entendu, c'est-à-dire grosso modo autour de 200 watts pour l'ensemble de la machine, 150 watts à peu près peut-être pour l'APU, on serait autour de 35 teraflops en 1 nanomètre, sans rien faire d'autre que d'augmenter bien entendu le nombre de cœurs, etc. pour avoir la même consommation qu'actuellement. 30 teraflops pour la PS5, la même chose bien entendu, et 12 teraflops pour la Xbox Series S. Imaginez, la Xbox Series S serait l'équivalente d'une Xbox Series X sans consommation supplémentaire, c'est-à-dire en restant à 100 watts. Et si au contraire, on gardait les machines telles quelles, on passait en 1 nanomètre avec le design actuel, on serait à 44 watts de consommation pic pour la Xbox Series X et PS5. Et côté Xbox Series S, si on gardait le même design en 1 nanomètre, on serait à moins de 22 watts. Moins de 22 watts, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, par rapport aux 15 watts actuels de la Switch, on aurait l'équivalent quasiment d'une Xbox Series S intégrable dans une Switch, 4 teraflops, RDNA2, vous imaginez le différentiel de puissance par rapport à la Switch actuelle, juste dans 6 ans potentiellement, puisque c'est en 2027. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur la nécessité de chacun d'être sur le process le plus avancé possible et de placer ses pions effectivement sur ce process. C'est indispensable. Sinon, vous pouvez perdre la course, puisque si vous avez une différence de 2 nanomètres à 1 nanomètre, comme je vous ai expliqué, c'est juste énorme en termes de différence, en termes de fossé, et pour rattraper ça, ce serait extrêmement dur pour le constructeur qui serait à l'arrière, c'est-à-dire sur le 2 nanomètres, alors qu'un autre constructeur, comme Intel par exemple, ou Nvidia ou AMD, serait sur le 1 nanomètre. Quant au surcoût de la plaque, comme je vous ai montré au début, il serait largement rentabilisé par le nombre de puces en plus qu'on a sur la plaquette, qui compenserait largement ça et qui ferait même que la puce serait moins chère quand même, malgré le surcoût de la plaquette sur les process les plus avancés. De plus, vous avez le gain en termes de dépenses énergétiques, ou alors un choix, un mix entre dépenses énergétiques et bien entendu fréquence qu'on augmenterait, un mix de puissance versus la consommation, ce qui est assez intéressant puisqu'on peut jouer avec ça sur les process les plus avancés. Et chaque design, chaque designer, AMD, Nvidia, Intel et bien entendu tous les autres jouent avec ça pour trouver le meilleur compromis. Et tout ceci, pour rappel, pourrait arriver en 2027, c'est-à-dire que TSMC, pour l'instant, est dans ses plans, a pris un petit peu de retard, effectivement, sur le 3 nanomètres, mais il va arriver fin 2022, comme prévu, donc on peut estimer que 2024-2025, effectivement, le 2 nanomètres sera ici, et donc 2 ans après, potentiellement, 2027-2028, on aurait du 1 nanomètre, ce qui est juste fou, hein. 1 nanomètre, je vous rappelle, un atome de silicium, ça fait 110 Armstrong, c'est-à-dire que ça fait 9 atomes de silicium de côté pour faire 1 nanomètre. Bien entendu, il y a des techniques, comme j'ai déjà expliqué, pour verticaliser les transistors, les grilles de transistors, sinon ce ne serait pas possible de faire des portes qui ferment vraiment pour arrêter les électrons, mais quand même, c'est juste fou à imaginer. Voilà, ce JVD Top est terminé. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, ça me ferait extrêmement plaisir si vous avez apprécié bien entendu cette vidéo et les précédentes.
Et les autres qui sont déjà abonnés, comme vous savez, regardez si vous êtes toujours abonnés et activez la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos qui vont arriver. Généralement ce sera le mardi, le jeudi et le samedi, mais ça peut changer de temps en temps. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.